Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition de Sénat 360. Voici les titres. La fronde des maires contre Emmanuel Macron. Les associations d'élus locaux font front contre le chef de l'État. Après un été meurtrier, selon eux, pour les collectivités territoriales. La fin des contrats aidés ne passe pas. Le débat est à suivre. Difficile de faire campagne dans ce contexte pour les têtes de liste La République En Marche au sénatorial. Édouard Philippe, le Premier ministre, les a rencontrés pour remotiver les troupes à quelques jours du scrutin. On en parle dans cette édition. Suite de notre série consacrée au sénatorial Vue du terrain. Focus aujourd'hui sur les départements du Nord où les candidats se bousculent. Parmi eux, l'ancien ministre socialiste Patrick Kanner. Reportage dans un instant. Et je vous rappelle que vous pouvez réagir à tous nos débats sur Twitter avec le hashtag Sénat 360. Pour m'accompagner cet après-midi, Saveria Rojek en direct de la salle des conférences du Sénat. Le multiplex, c'est tout de suite. Ils ne décolèrent toujours pas. Les élus locaux sont en guerre contre le chef de l'État. Après la baisse des dotations aux collectivités territoriales, la suppression de la taxe d'habitation et la diminution du nombre des élus, la fin des contrats aidés a mis le feu aux poudres. Réunis autour de François Baroin, les associations attendent un geste fort de l'exécutif. Quentin Calmy. Ils sont en rang serré autour de François Baroin, président de l'Association des maires de France, des représentants des petites villes, des villages ou des grandes métropoles. Tous ont le même message, la confiance avec l'exécutif est rompue. Dès le jour même de l'ouverture de la conférence nationale des territoires, l'engagement présidentiel d'Emmanuel Macron de demander un effort de 10 milliards aux collectivités passe à 13 milliards. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, non seulement du pourcentage, mais de l'intensité de l'effort qui est demandé. Et dès le lendemain, on nous annonce 300 millions de surgel sur les dotations. Au cœur des revendications de ce bloc communal, la sempiternelle question des dotations aux collectivités. Avec aussi de nouvelles raisons pour ces élus d'être préoccupés. Ils s'inquiètent de la future suppression de la taxe d'habitation, mais surtout de la baisse du nombre d'emplois aidés. Que nous voulons tout simplement faire écho à la voix de désespoir que nous entendons et qui remonte des communes de France depuis quelques jours, liée à l'annonce intempestive, brutale et au fond assez injuste, et même sur le plan budgétaire pas efficace, de la suppression de ces emplois aidés par l'État. Les collectivités sont à l'os en matière budgétaire. Ce qui se joue aujourd'hui pour ces élus, c'est la défense des services publics, en particulier dans les communes de France de plus petite taille. Toute baisse nouvelle mettrait même en péril le simple entretien des bâtiments, de la voirie qui sont les nôtres. Donc aujourd'hui, nous disons assez. Selon ces représentants des maires de France, ce sont 40 ans de décentralisation qui sont aujourd'hui remis en cause. Des édiles qui attendent rapidement des signes de la part de l'exécutif. Et autre motif de mécontentement en cette rentrée, décidément compliquée pour Emmanuel Macron, c'est la réforme du Code du travail. La mobilisation s'organise. Jusque-là divisée, les syndicats et la France insoumise de Jean-Luc Mélenchon se sont rapprochés. Géraldine Bavoilot. Elle était restée silencieuse depuis l'élection d'Emmanuel Macron. Et lorsqu'elle choisit de s'exprimer à nouveau, Martine Aubry critique sévèrement la réforme du Code du travail. Je crois qu'Emmanuel Macron n'a pas compris, mais on l'avait déjà vu précédemment, n'a pas compris que le droit du travail, c'est une protection des salariés dans un déséquilibre absolu dans l'entreprise. Ce sont des vieilles recettes. Croire que c'est en précarisant les salariés, en les licenciant plus facilement, en contournant les syndicats, en accroissant le pouvoir unilatéral du chef d'entreprise, qu'on rendra les entreprises plus compétitives, c'est vraiment une vision du passé. Alors que le PS a une position floue sur les mobilisations à venir, contre les ordonnances de la loi travail, la maire de Lille n'exclut pas d'y participer. Justement, cet après-midi, le leader des Insoumis et le numéro 1 de la CGT se sont rencontrés. Ils ont discuté des 2 mobilisations prévues pour le mois de septembre, celle du 12 à l'appel de la CGT et Sud et celle du 23 à l'initiative de la France Insoumise. Alors est-ce le début d'une alliance ou d'une concurrence entre les deux hommes ? Ce qui inquiète les syndicats, c'est que Jean-Luc Mélenchon puisse apparaître comme le premier visage de l'opposition, tandis que Philippe Martinez dit défendre des objectifs différents qui sont syndicaux et non politiques. Et premier invité de notre multiplex, le sénateur Les Républicains des Hauts-de-Seine, Roger Karoutchi. Il est à vos côtés, Saveria Rojek. Bonjour Roger Karoutchi. Alors avant de parler bien sûr de votre rapport, une réaction à l'actualité et à cette rencontre entre Jean-Luc Mélenchon et Jean-Claude Martinez. Vous avez l'impression finalement que la contestation autour de la loi travail s'organise et qu'elle peut finalement prendre ?
Je ne pense pas qu'il y aura de grands mouvements comme on en a eu sur la loi El Khomri à l'époque. Je pense que ce sera un peu plus marginal. Maintenant, attendons, parce que comme toujours, on ne sait pas comment ça s'enclenche. Et puis, s'il y a un mouvement, mais je ne sens pas trop. Je sens bien que, c'est-à-dire la loi d'habilitation est votée, les ordonnances sont connues. C'est un peu tard par rapport au débat, oui, c'est sûr. Roger Karoutchi, nous sommes à 3 semaines des élections sénatoriales. Vous êtes, en pleine campagne. Qu'est-ce que vous sentez sur le terrain? On a vu tout à l'heure dans le sujet François Baroin, l'AMF, la colère des élus locaux. Est-ce que cette colère va se ressentir dans le scrutin? Oui, bien sûr. C'est-à-dire que tous les rêves de conquête électorale d'En Marche sont entravés. Je ne dis pas qu'ils sont définitivement morts, mais c'est vrai que par rapport à l'élan qu'imaginait avoir En Marche à la fin du mois de juin, début du mois de septembre, c'est plus compliqué. Baisse des dotations, réforme de la taxe d'habitation, contrats aidés, péréquation. Tout est fait pour que l'alerte rouge dénoncée effectivement par François Baroin soit une réalité. Et beaucoup d'élus locaux qui étaient peut-être un peu intéressés, tentés par Macron, etc., se disent il n'y a pas ce qu'il faut, donc c'est non. Quelle est la place de votre groupe, de la droite, des Républicains, dans la recomposition politique actuelle, et en particulier au Sénat? Les Républicains resteront dans l'opposition? On parle d'un groupe, les constructifs, au Sénat. Écoutez, jusqu'ici, et malgré les divisions du passé, y compris sur le parti à l'extérieur, rappelez-vous du conflit Copé-Fillon, etc., ici, le groupe est toujours resté uni. Moi, je souhaite qu'il reste uni, parce que si nous voulons être aux alentours de 150 sénateurs, le groupe le plus influent et le premier groupe, et celui qui marque de son empreinte les débats dans l'hémicycle, il faut rester unis. Donc vous ne croyez pas une scission aujourd'hui? Je ne pense pas. Sincèrement, je ne pense pas. D'abord parce que je ne crois pas qu'il y ait beaucoup de sénateurs décidés à quitter le groupe pour devenir constructifs. Et ensuite parce que ceux qui sont réticents ou qui souhaitent avoir une attitude plus positive par rapport au gouvernement peuvent parfaitement le faire en restant à l'intérieur du groupe. Donc je ne pense pas qu'il y ait de scission dans le groupe. Non. Parlons maintenant de votre rapport sur l'enseignement du français aux migrants. Le constat que vous tirez est sévère. Vous parlez de formation alibi. C'est pas seulement une formation alibi, c'est l'un des plus grands ratés, à mon sens, de l'intégration républicaine. On n'a que ça à la bouche, intégrons, l'immigration est une chance, très bien. Alors il faut s'en donner les moyens. Or, qu'est-ce que l'on constate? Pour les 26 000 personnes qui, chaque année, doivent suivre la formation linguistique et la formation civique, le nombre d'heures est en baisse, l'heure de formation, il n'y a pas d'obligation de résultat, il n'y a pas d'examen à la fin, il y a seulement une obligation d'assiduité, on a fixé un niveau de connaissance de langue extrêmement bas, et tout ça n'est même pas assuré. Résultat des courses, tout le monde obtient les documents officiels de la convention, du contrat d'insertion sans savoir parler le français, voilà. Mais rapidement, qu'est-ce qu'il faudrait faire? Qu'est-ce que vous préconisez dans ce rapport? Les choses sont extrêmement simples, il y a deux choses à faire. Un, faire de la formation civique lorsque les gens savent parler le français, parce que la formation civique, quand personne ne comprend ce qu'on dit, mais comment faire en sorte que les gens parlent français? Alors, pour parler français, il faut augmenter le nombre d'heures, imposer un niveau plus élevé, imposer un examen final, et ceux qui ne réussissent pas l'examen final n'ont pas leur contrat d'insertion. Très bien, merci beaucoup. Merci à vous. Merci Roger Karoutchi d'avoir répondu à nos questions. Merci. Merci à vous, Saveria. Et autre polémique, celle déclenchée par Emmanuel Macron lui-même après avoir annoncé la baisse de 5 € des APL. Il se tourne à présent vers les propriétaires à qui il demande de baisser les loyers. Une annonce qui tombe mal le jour où le gouvernement dévoile son plan logement. Jordan Klein. C'est une politique à la petite semaine. Voilà comment ce collectif d'associations qualifie les mesures du gouvernement en matière de logement. La grogne s'intensifie chez les associatifs. Première décision ciblée, la baisse de 5 € des APL, effective dès le mois d'octobre. La baisse des allocations a un impact dur sur les conditions de vie des plus précaires et que ça va faire augmenter la pauvreté dans le pays. Je veux rappeler qu'il y a 4 millions de personnes qui sont aujourd'hui mal logées, qu'il y a environ 2 millions de personnes qui sont en attente d'un logement social dans le pays. Du côté du gouvernement, la ligne de défense est claire. La somme de 40 milliards d'euros par an dépensée dans le logement est trop élevée pour trop peu de résultats. Selon le président, il serait donc légitime que les propriétaires aident l'État à financer la baisse des APL. Comme on a une bonne vieille culture qui consiste à dire « Eh oh l'État, il faut payer », on se satisfait de cela.
Mais il faudrait être complet dans cette phrase. Dire, oui, l'État peut payer. Mais l'État, c'est vous. L'État, c'est moi. L'État, c'est chacune et chacun d'entre nous. Et à un moment donné, quand vous prenez la décision de baisser massivement la fiscalité dans ce pays, il faut bien s'interroger sur une baisse massive de dépenses publiques. Le nouveau projet de loi sera présenté le 13 septembre prochain. Avant cela, le gouvernement rencontrera dès vendredi les différents acteurs du milieu pour échanger avec eux sur le contenu de cette réforme. Et alors que les nuages s'accumulent au-dessus de la majorité présidentielle, difficile de faire campagne sur le terrain pour les candidats investis par La République En Marche au sénatorial, souvent réceptacle de la colère des élus et des corps intermédiaires. Le Premier ministre les a rencontrés cet après-midi. Écoutez ces quelques réactions à la sortie recueillies par Géraldine Bavoileau. On comprend bien qu'il y a aujourd'hui une opposition nationale, de droite comme de gauche, qui tend à revenir à la maison à travers des vieux principes, des vieilles méthodes, de vieux slogans qui sont de nature à effectivement inquiéter les élus locaux. Et les éléments que leur a apporté le Premier ministre à l'instant, c'est des éléments, pas de réconfort, mais de vérité, des éléments de vérité. Comment aujourd'hui l'État s'engage aux côtés des collectivités, comment il va gérer la suite des assises territoriales, comment sur la taxe d'habitation les choses vont évoluer pour assurer les... Comment demain, le premier budget de 2018 du gouvernement Édouard Philippe sera un budget dans lequel il n'y aura pas de baisse des dotations. Non, il a répondu surtout aux questions que nous, on se pose au contact, effectivement. Il n'y a pas de petits élus, mais des élus de terrain, des élus locaux. Et effectivement, c'est bien d'avoir les réponses en direct du Premier ministre lui-même. Alors comment se présentent les sénatoriales pour les candidats investis par La République En Marche? Tam Trani nous a rejoint sur ce plateau. Bonjour Tam, la mission s'annonce difficile, on le voit. Et oui, effectivement, le contexte a bien changé en l'espace de 2 mois. Au mois de juillet, justement, François Patriat, président du nouveau groupe, tout nouvellement créé, était très optimiste. On l'écoute. Ce que je souhaite, avec le groupe En Marche au Sénat, c'est bien entendu d'avoir le maximum possible. Je n'ai pas fait de chiffres ou d'échelle. Mais si nous doublons le groupe, c'est déjà bien par rapport à aujourd'hui. Et oui, donc doubler les effectifs, c'était là l'ambition qui était affichée. C'était d'arriver à une 60aine de sénateurs. Changement de ton hier sur une radio avec le secrétaire d'État aux relations avec le Parlement, Christophe Castaner. François Patriat, qui est le président du groupe La République En Marche à l'Assemblée, parle d'une dizaine de gains possibles de postes. Mais vous savez, l'électorat qui vote pour les élections sénatoriales, c'est un électorat qui a été choisi, élu, à un moment où La République En Marche n'existait pas. Donc nous ne pensons pas qu'il y aura un raz-de-marée en faveur de La République En Marche au Sénat. Et je ne pense pas qu'il y ait de révolution de palais au Palais du Luxembourg. Pas de révolution, dit Christophe Castaner. Pourquoi cette prudence de l'exécutif? Eh bien, il y a eu un véritable changement. Au mois de juillet, le groupe LREM espérait une bascule en sa faveur de très nombreux élus locaux non encartés et misait sur la dynamique du début du quinquennat. Regardez, d'ailleurs, ils n'étaient pas les seuls. Il y avait une étude qui est parue au mois de juillet qui prévoyait un groupe LREM avec de 74 à 79 élus. L'étude parlait d'une véritable poussée de La République En Marche. Elle voulait croire qu'il y avait un effet de l'élection présidentielle. On pouvait notamment y lire que les élus locaux sont des pragmatiques, qu'ils épousent les mouvements de l'opinion et les reclassements politiques qui en découlent. Eh bien justement, Delphine, l'opinion, elle n'est pas au beau fixe pour Emmanuel Macron qui ne cesse de dévisser depuis le mois de juillet. On va le voir sur ce sondage, cette dégringolade depuis le mois de juillet jusqu'à aujourd'hui. Il faut en plus y ajouter les annonces plus impopulaires les unes que les autres auprès des élus locaux qui se succèdent. Il y a notamment la baisse des dotations, la réduction du nombre de contrats aidés, la taxe d'habitation, encore les APL, de quoi attiser la colère des élus. D'ailleurs, les investitures n'ont pas été simples, Tam. Aujourd'hui, on l'a vu, Édouard Philippe a rencontré des têtes de liste avec des personnalités différentes. Cela relève parfois de la véritable cuisine interne. Oui, et parfois une tambouille digne de l'ancien monde, pourrait-on dire. Prenez exemple dans le Nord. L'ex-socialiste Delphine Bataille, membre du groupe LREM, elle est soutenue par le président du groupe François Patriat. Eh bien, elle a été évincée à cause de désaccords locaux et dit-on aussi à cause de
bisbille entre son père, l'ancien député Christian Bataille, et l'ancien élu du Nord Jean-Paul Delevoye, aujourd'hui à la tête de la commission des investitures d'En Marche. Ouais, sinon, parmi les sénateurs actuels qui repartent au combat, on retrouve également un panachage de différents courants politiques. Oui, par exemple, l'actuelle secrétaire d'État Jacqueline Gouraud, Modem, eh bien, elle va se représenter dans son fief de Loir-et-Cher. Il y a aussi Alain Richard, ex-socialiste qui a rejoint les troupes d'En Marche, qui lui se présente dans le Val d'Oise, ou encore André Gattolin, ici lui des rangs de ELV qui se retrouve lui dans les Hauts-de-Seine. J'ai trouvé une unique sortante LR, Colette Mello, qui est tout de même sur une position éligible en Seine-et-Marne. Il faut dire qu'elle avait été évincée de la liste LR. Et cette diversité, on la retrouve dans l'ensemble des têtes de liste. Il y a 19 personnalités qui sont issues de la gauche. Il y a 4 LR, 4 Modem et enfin 9 personnalités qui sont issues de la société civile, parmi lesquelles Bernard Gurkinger. Il s'agit de l'ancien PDG de la Lyonnaise des Eaux qui se présente en Moselle. On peut également parler du candidat des Français de l'étranger. Il s'agit de l'ancien directeur de la communication de Capgemini. Il s'agit de Philippe Grandjean, vous le voyez. Merci beaucoup, Tam, pour toutes ces précisions. On va continuer les réactions politiques au sénatorial avec vous. Saveria Rojek, toujours en direct de la salle des conférences. Bonjour Fabienne Keller. Bonjour. On vient de le voir, pas de raz-de-marée en marche visiblement pour ces sénatoriales. Vous êtes donc rassurés, les Républicains vont rester la première force politique du Sénat? Oui, les annonces d'Emmanuel Macron s'agissant des collectivités ont vraiment inquiété, notamment ici au Sénat le 17 juillet. Quand il dit que les moyens vont baisser pour les mairies, les intercos, et puis surtout que le nombre d'élus doit être diminué. Donc ce message a été reçu très durement sur le terrain. Et ça va se ressentir dans le scrutin? Oh oui, très vraisemblablement. Cette vision un peu jacobine inquiète, je crois qu'il faut vraiment faire confiance aux élus de terrain, et c'est peut-être la parole particulière du Sénat qui représente les territoires. Fabienne Keller, vous tentez en ce moment de créer un groupe, les Constructifs au Sénat, les Constructifs qui sont en ce moment réunis à Trouville. Dans un premier temps, vous avez parlé d'une vingtaine de sénateurs. Finalement, ce n'est pas si facile que ça. Combien de sénateurs pensez-vous réunir ? Est-ce qu'un groupe va être créé? En fait, nous nous sommes retrouvés après les présidentielles tout simplement pour échanger en plus petits groupes, ceux qui avaient accompagné notamment Alain Juppé. Ça nous a permis d'échanger, d'analyser ensemble ce terrible échec qui a été le nôtre collectivement au moment des présidentielles, puis des législatives, et de partager sur nos idées aussi. Donc nous avons envisagé de poursuivre cette démarche commune, sous forme d'une amicale tout de suite, et peut-être d'un groupe. C'est ce que nous validons maintenant en cette rentrée. Mais ce n'est pas si évident que ça? C'est en discussion. Vous ne donnez pas de chiffres, donc... Au Sénat, chacun aime avoir sa liberté de parole, s'engager à un moment difficile pour les Républicains. Certains trouvent qu'il faut rester solidaire, d'autres que c'est important de marquer une autre sensibilité plus européenne, plus humaniste. Ça correspond aux idées que nous partageons. Mais en tout cas, nous souhaitons faire entendre notre voix et nos convictions, notre volonté aussi quelque part de soutenir ce gouvernement pour qu'il réussisse sur l'éducation, sur l'Europe, sur les économies budgétaires nécessaires, mais aussi, ça c'est la vigilance, qu'il reste plus attentif aux collectivités. Thierry Soler a invoqué dimanche pour la première fois la création d'un nouveau parti. Est-ce que c'est vraiment ce vers quoi on se dirige? D'autant plus si Laurent Wauquiez prend la tête des Républicains. Alors un parti, ça doit s'appuyer sur des fondations, c'est-à-dire des convictions. C'est en discussion. Est-ce que nous arriverons, ce qui était le projet initial, à faire vivre nos idées au sein des Républicains? Rappelez-vous, les Républicains, ça devait rassembler des sensibilités différentes. Ou est-ce que le choix d'un président dont on connaît les opinions, qu'il revendique d'ailleurs très à droite, Laurent Wauquiez l'a redit ce week-end, permettra à ces sensibilités de s'exprimer? Ce n'est pas sûr. Donc c'est le débat notamment pour le groupe des députés aujourd'hui et demain. Mais est-ce que selon vous, il faut désormais clarifier la ligne politique des Républicains? Je crois qu'il faut que nous l'affirmions. Notre volonté d'être clairement européen, d'être clairement attentif à chaque citoyen. À cet égard, la politique, par exemple, de l'éducation du gouvernement, portée par Édouard Philippe et Jean-Michel Blanquer, nous va tout à fait. Il faut pouvoir l'affirmer, le porter et être respecté.
c'est l'enjeu de ce débat sur la création d'un mouvement. Mais vous resterez au sein des Républicains même si Laurent Wauquiez en prend la tête? Non, rien n'est décidé à ce stade et cette compatibilité ne semble pas certaine, mais c'est en discussion. Pour ma part, je me suis toujours battue au sein des Républicains pour que l'ensemble des sensibilités soient reconnues. C'est plus difficile depuis quelques années quand les centristes, pour la plupart, sont partis avec l'UDI. C'est particulièrement difficile depuis cette présidentielle. Très bien, merci beaucoup. Merci Fabienne Keller d'avoir répondu à nos questions. Merci. Merci à vous, Savérien. On en vient maintenant à la campagne pour les élections sénatoriales vues du terrain. Direction le département du Nord où les candidats se bousculent dans un paysage politique en pleine recomposition. Les listes se multiplient à droite comme à gauche. Cécile Sixou. Un slogan ambulant. Pour sillonner le Nord, Patrick Kanner a mis les moyens. Avec son minibus, l'ancien ministre se rend aujourd'hui dans une entreprise qui fabrique des bâches. Patrick Kanner, ancien ministre et peut-être sénateur le 24 septembre. Le candidat investi par le PS espère gagner 3 des 11 sièges du département, moins qu'en 2011 où les socialistes avaient remporté 5 sièges. Dans le Nord, nous avons perdu des grandes villes, Roubaix, Tourcoing, Hasbrook, Bailleul, donc nous savons que nous aurons moins de sénateurs. Moi, j'essaie de remotiver les élus, les grands électeurs, proches de notre sensibilité. Les municipales de 2014, puis les départementales et les régionales en 2015 ont modifié le corps électoral. De gauche, les grands électeurs sont désormais majoritairement à droite. Un changement dont espère profiter Marc-Philippe Daubresse, le candidat investi par les Républicains. On a encore jusqu'à la fin de la semaine... si vous avez une idée géniale, on la prend. Ce jour-là, l'ancien député finalise les derniers détails avec ses colistiers. L'objectif pour lui, obtenir 3 sièges. Ici, dans ce département, nous avons gagné la région contre la gauche, nous avons gagné le département contre la gauche, nous avons gagné les principales grandes villes et moyennes villes contre la gauche. Donc, je pense qu'on a la possibilité de faire un beau score. Maintenant, on n'a pas réussi. J'ai proposé l'union qui n'a pas pu se faire pour des raisons essentiellement de personnes. On va donc avoir 5 listes. La droite en ordre dispersé. Face à lui, une liste dissidente LR menée par Jean-Pierre Bataille, mais aussi celle de la sénatrice UDI sortante, Valérie Létard. Et merci, monsieur le maire, de nous accueillir. Elle aussi compte sur le renouvellement des grands électeurs et sur son expérience pour attirer sur sa liste. Je suis la seule élue sortante ici. Nous avons travaillé depuis longtemps à composer une liste avec des nouveaux, des élus qui étaient présents mais qui ne s'y représentent plus. Moi-même qui continue en fait l'aventure et qui porte toujours cette même philosophie. Nous voulons, sur chaque texte, sur chaque mesure qui sera proposée, être la voix des territoires, pouvoir proposer des amendements et surtout demander bien évidemment au gouvernement qu'il prenne quand même le temps, même s'il est urgent de réformer, le temps du débat, le temps de l'échange et de la concertation avec ceux qui représentent nos élus. Tout juste investi, le candidat de La République En Marche, Frédéric Marchand, est très sollicité. J'ai Brigitte Iso là, tout à l'heure qui m'a envoyé un petit message, j'ai Catherine Hausson. Donc le tout, ça va être de bien s'organiser avec les uns et avec les autres, quoi. Pourtant, il a peu de chance, desservi arithmétiquement par le corps électoral, mais aussi par les mesures très impopulaires annoncées par Emmanuel Macron, comme la fin des contrats aidés ou encore la suppression de la taxe d'habitation. Une campagne est toujours par essence compliquée et donc on verra le 24 septembre au soir ce qui se passe en matière de résultats. Moi, ce qui m'importe dans tout ça, et c'est le sens de mon engagement, c'est de me dire comment je peux être utile aux élus des collectivités du département du Nord et comment je peux être utile aux nordistes sur les thématiques qui les impactent aujourd'hui. La sénatrice sortante, Delphine Bataille, qui a rejoint le groupe En Marche, briguait elle aussi l'investiture. Bonjour monsieur le maire. Ça va ? Mais écartée à cause de désaccords locaux, elle a finalement décidé d'y aller seule. Je suis membre du groupe La République En Marche au Sénat qui a été constitué lors de la session extraordinaire et j'y resterai bien entendu si je devais être réélue. Je suis dans une position de soutien à l'action du président de la République parce que je veux que l'exécutif réussisse son quinquennat. Néanmoins, je conserve de ce fait la liberté de défendre les besoins des collectivités et des élus locaux. Le sénateur communiste sortant, Éric Bocquet, a choisi un cadre bucolique pour la photo de famille. Il peut intégrer les fleurs, ça va être magnifique. Mais nous, quelques fleurs... L'enjeu pour lui, conserver les 2 sièges du groupe, même si le contexte a changé. Notre base arithmétique théorique, le point de départ, c'est un peu rétréci.
de manière très réaliste. Mais pour autant, on dépasse cette logique strictement arithmétique pour avoir une démarche très politique, mais politique avec un grand P, pas politicienne, pour aller voir les élus et dire que notre discours n'a pas changé sur les réformes territoriales, sur la baisse des dotations, sur ce qui fait les préoccupations des élus. Et nous voulons porter ce message dans le Nord comme au Palais du Luxembourg et non pas de discours. Au total, pour ces élections sénatoriales, il devrait y avoir dans le Nord 11 listes. Voilà, un chiffre provisoire puisqu'on attend le dépôt de toutes les listes. La fin est prévue pour vendredi 8 septembre. Cécile Sic nous a rejoint sur ce plateau. Alors bonsoir Cécile, vous revenez donc du département du Nord. De quoi vous en parlez, tous ces candidats? Alors, ce qui m'a marqué, j'ai vu 6 candidats dans ce département du Nord. Ils m'ont tous parlé de la grogne montante des élus locaux. L'abandon de la taxe d'habitation, la baisse des dotations, les 13 milliards d'économies sur 5 ans et récemment l'annonce de la suppression des emplois aidés. Tout ça, ça ne passe pas. Sur les emplois aidés notamment, c'est un peu la goutte d'eau qui fait le déborder le vase. Les maires ont appris ça à leur retour de vacances et beaucoup n'ont pas pu se préparer pour la rentrée scolaire. J'ai par exemple rencontré ce maire de la commune de Bermerin qui avait des emplois aidés pour l'accueil des enfants à l'école et qui n'ont pas été renouvelés et qui du coup ne savait pas comment il allait faire pour la rentrée et pour assurer l'accueil et les activités extrascolaires pendant toute l'année. Du coup, dans le Nord, vous le dites Cécile, dans ce reportage, le candidat investi par La République En Marche a peu de chance? Oui, à cause de cette grogne, tous disent qu'il n'y aura pas de raz-de-marée au Sénat comme ça a été le cas à l'Assemblée nationale. Patrick Kanner a eu cette formule, il ne suffira pas de mettre la tête du président de la République pour pouvoir être élu cette fois-ci. Quant à Éric Bocquet, il parle carrément d'un effet anti-Macron dans le département. Le gouvernement semble d'ailleurs en avoir pris conscience avec Christophe Castaner qui a annoncé hier qu'il n'y aura pas de baisse de dotation en 2018. Sur quoi va donc se jouer cette campagne pour les sénatoriales dans le Nord? Alors du coup aujourd'hui tout se joue sur la défense des communes et des collectivités. Rien qu'à voir le nom des listes, c'est République et Territoire, les élus locaux s'engagent, la voix des communes et des territoires. Tous ont choisi de faire campagne sur ce thème-là. Après, aucun ne m'a parlé d'une opposition frontale au gouvernement. S'ils sont élus, ils voteront les lois au cas par cas. Exemple, Marc-Philippe Daubresse, le candidat LR, qui m'a dit que s'il était élu, il votera pour une réforme du Code du travail ou pour l'état d'urgence. Voilà. Merci beaucoup Cécile. Et justement, on va prolonger cette discussion autour de cette grogne des élus avec mes invités dans mon premier débat. Et j'ai le plaisir d'accueillir sur ce plateau Caroline Cayeux. Bonsoir. Bonjour. Vous êtes sénatrice LR de l'Oise, présidente de l'association Ville de France. Également avec nous sur ce plateau, Noëlle Rossan. Bonsoir. Bonjour. Vous êtes sénatrice La République En Marche de Lyon. Merci d'être avec nous. Philippe Laurent est également sur ce plateau. Bonsoir. Vous êtes le maire UDI de Sceaux, secrétaire général de l'Association des maires de France. Et enfin, Vannick Berberian. Bonsoir. Vous êtes le président des maires ruraux de France. Caroline Cayeux, première question pour vous. Que s'est-il passé depuis le 17 juillet, date à laquelle il y avait cette grande conférence des territoires ici au Sénat, orchestrée par Emmanuel Macron, et le Premier ministre, on avait l'impression que le chef de l'État s'était montré au chevet ou pour le moins attentif aux élus locaux? Bien, écoutez, c'est vrai que pendant cette conférence des territoires qui nous a intéressés, qui correspondait à une attente des élus, on nous a parlé de confiance, on nous a parlé de transparence, de concertation, et puis, j'allais dire, en même temps, pour faire une plaisanterie, dès le début du mois de juillet, j'ai été sollicitée par des collègues maires à qui on refusait les emplois aidés. On nous a annoncé un surgel de 300 millions. On nous a annoncé une augmentation de 10 à 13 milliards d'économies. Donc, il est évident que c'est un rendez-vous manqué avec le président de la République. Et c'est, je dirais, une énorme déception et évidemment une colère des élus locaux sur le terrain. Oui. Noëlle Rossan, vous qui êtes un soutien du chef de l'État, vous entendez cette colère, notamment des interrogations autour d'une méthode jugée trop brutale dans les annonces? Oui, je vais vous dire que je peux comprendre cette grogne des élus, mais néanmoins, je pense que nous devons réformer ce pays en grande profondeur. Et quand on parle par exemple des emplois aidés, tous ne seront pas supprimés, puisque de toute façon, il y a quand même des voies qui sont réservées, notamment par exemple pour les enfants, l'accompagnement des enfants handicapés, pour l'outre-mer.
et aussi pour tout ce qui peut être social en urgence. Donc tout n'est pas supprimé. Il faut aussi remettre, je pense, les choses un peu en place. Et puis, je pense qu'il faudrait revoir la formation parce qu'on a des emplois aidés qui ont été un petit peu la source, comme ça, oui, c'était très facile, on pouvait prendre des emplois, et puis... Mais après, l'emploi aidé, c'était aussi, au départ, pour pérenniser cet emploi. Or, aujourd'hui, on se rend compte que c'est pas souvent le cas qu'on arrive à dire, allez, l'emploi aidé, on l'a eu, et ensuite, ça continue avec un embauche. Alors, il y a cette fin annoncée de certains contrats aidés qui a un peu mis le feu aux poudres, mais il y a un climat global, Philippe Laurent, ça a été rappelé par Caroline Cayeux, de baisse des dotations. Ce n'est pas nouveau, cette grogne des élus, cette fronde des maires contre les coupes budgétaires. Est-ce que cela correspond réellement à la réalité des finances locales, j'ai envie de vous demander. Écoutez, ce qui nous inquiète au premier chef, bien sûr, il y a tous ces éléments concrets qui sont venus, j'allais dire, nous pourrir un peu l'été pendant ces derniers mois. Mais peut-être même plus profondément, notre inquiétude, c'est est-ce que le pouvoir central, aujourd'hui, comprend véritablement ce que nous faisons sur le terrain avec nos élus, avec les élus municipaux, 500 000 élus municipaux, avec nos agents communaux, ce que nous faisons au quotidien pour faire que ce pays fonctionne. Parce que si les collectivités territoriales arrêtent, le pays ne fonctionnera plus. Donc on a cette inquiétude un peu presque existentielle. Et c'est vrai que nous avons ressenti comme une douche froide, même si dans le passé, dans d'autres, sous le quinquennat précédent, il y a eu des coupes budgétaires, etc., contre lesquelles nous sommes élevés. Mais là, ça va un peu plus loin. Là, c'est vraiment quantité négligeable. Les collectivités locales, quantité négligeable. Malgré l'espoir qui avait été mis par l'ensemble des élus sur cette conférence des territoires qu'on appelait de nos voeux, avec un discours déjà qui, le jour même, on est passé de 10 milliards à 13 milliards d'économies demandées. Donc déjà, on était un peu... Puis après, ça a continué. Donc là, il y a vraiment un besoin de reconstruire un climat de confiance qui a été malheureusement détruit. C'est vraiment une très très grande maladresse, à tout le moins, si c'est pas pire. Mais en tout cas, c'est une très grande maladresse. Véronique Berberian, les communes rurales sont les plus touchées par cette succession d'annonces défavorables aux collectivités ? Je ne pense pas qu'il faille faire un pronostic sur qui est plus ou moins touché. Tout le monde est touché. Je crois qu'il a été question de la méthode. Et la justification, c'est la nécessité de réformer le pays. Je crois que tout le monde est d'accord pour que les réformes se fassent. La question, c'est quelle réforme ? Et la question, c'est aussi, est-ce qu'on peut compter sur l'investissement des élus locaux ou non ? Aujourd'hui, on n'a pas l'impression que les élus locaux soient reconnus en tant que tels. Des engagements avaient été pris qui n'ont pas été tenus, ça a été rappelé tout à l'heure, 3 jours après. Donc la question de la confiance et de la crédibilité en la parole de l'État, aujourd'hui, elle est vraiment très très mise à mal. Pour ce qui concerne les territoires ruraux, c'est vrai qu'on a eu souvent recours à des emplois aidés parce qu'on a des publics fragiles. Partout, il y a des publics fragiles, mais en milieu rural particulièrement, et que c'est une possibilité pour eux d'avoir une activité et de s'intégrer donc dans le contexte général de la commune. Et je ne peux pas simplement me satisfaire du fait qu'on va conserver des emplois aidés pour les enfants handicapés ou pour l'accompagnement, etc., etc. Tout ça, c'est normal. Et sincèrement, on ne peut pas se réjouir de quelque chose qui est normal. Donc, sur la méthode, décider comme ça de manière brutale la fin ou la diminution des emplois aidés sans qu'il y ait eu une réflexion et un bilan sur ces emplois aidés, sans qu'il n'ait été proposé quelque chose en alternative, c'est quand même tout à fait discutable. Caroline Cayeux, il y a quand même un besoin de réforme du pays. Est-ce que les collectivités territoriales doivent participer à ce redressement des finances publiques, à ces réformes voulues par le chef de l'État ? Écoutez, pendant le quinquennat précédent, nous avons participé au-delà de nos moyens. Ce matin, pendant la conférence, beaucoup d'élus ont dit que nous étions à l'os. Moi, demain, avec des baisses qui continuent, je ne sais pas comment je pourrais continuer à boucler mon budget. D'autre part, les investissements vont être mis à mal. Il n'y a plus de marge de manœuvre dans les communes. Il n'y a plus de marge de manœuvre. Et pour revenir sur les emplois aidés, je trouve que c'est doublement grave. C'est grave de la brutalité, mais c'est grave aussi pour ces femmes et ces hommes qui aident
qui aident et qui viennent dans nos mairies pour se remettre le pied à l'étrier, pour avoir ici ou là des petites responsabilités. Et donc, ça va être très difficile pour nous. Et donc, à Ville-de-France, nous demandons un moratoire sur cette décision pour nous donner le temps, dans la préparation de nos budgets, de voir au cas par cas quels sont les emplois que nous allons pas reconduire ou quels sont ceux, évidemment, que nous allons titulariser. Je sais bien que l'emploi aidé est une spécificité, enfin, ce n'est pas un emploi pérenne, mais souvent, il ouvre la porte aux emplois pérennes. Leur efficacité est contestée, malgré tout. Non, moi, je ne dirais pas ça. Je dirais que c'est le pied mis à l'étrier pour beaucoup de gens qui sont loin de l'emploi. Et puis, les associations, demain, fonctionnent toutes avec 1, 2 ou 3 emplois aidés. Donc ces associations, elles participent à la vie de la collectivité et je pense qu'elles sont aujourd'hui en train d'être particulièrement inquiètes. Noël Rossan, c'est moratoire, ça sera un geste d'apaisement de la part du gouvernement peut-être ? Je pense que les contrats aidés, oui, ont été utiles, mais je pense qu'il faut mieux aujourd'hui orienter vers une formation. Parce que c'est comme ça qu'on arrivera à avoir des emplois plus précis et beaucoup moins d'emplois qui sont des emplois, on peut dire, un peu précaires. Vous êtes un emploi aidé, vous l'êtes pendant 2 ans, 1 an, 2 ans, et puis après, hop, on vous dit quelquefois, eh ben merci parce qu'on nous n'avons plus d'aide. Donc, oui, mais c'est quelquefois comme ça. Moi, c'est pour ça que je trouve que de toute façon, la pérennité de ces emplois, c'était vraiment à l'origine, c'était de toute façon ce qui était, la création avait été faite pour justement arriver à pérenniser ces emplois et que c'était très important. Voilà. Concernant les associations, je sais qu'il y a beaucoup d'associations qui ont des emplois aidés. Toutes. Maintenant, est-ce que les associations ont aussi pris des emplois aidés parce que c'était, on va dire, relativement, on arrivait à monter des dossiers et puis on savait que de toute façon, derrière, c'est certain que ça rendait service à des personnes qui n'avaient pas de travail et comme vous avez dit, on pouvait mettre le pied à l'étrier. Ça, je suis tout à fait d'accord avec vous. Malheureusement, ces emplois, ils ont quelquefois détruit un peu le bénévolat qui existait dans les associations et qui se trouve aujourd'hui, il n'y en a plus. Et ça crée un déséquilibre et c'est ça qui est vraiment, je trouve, très dommage. Philippe Laurent, je voudrais que vous m'éclairiez sur un point, parce qu'il y a cet observatoire des finances locales qui a publié son rapport hier, et visiblement, à première lecture, les finances des collectivités territoriales s'améliorent, elles sont en voie de convalescence. Alors, quelle est la réalité de la situation ? Non, les finances ne s'améliorent pas. C'est un peu une situation en trompe-l'œil, si vous voulez. D'abord, ce qui s'est passé, c'est que lorsque l'État a décidé de diminuer de manière très forte les dotations, qui, je le rappelle, sont en réalité des compensations d'anciens impôts supprimés, mais depuis longtemps. Hein. D'ailleurs, c'est ça aussi la source de notre inquiétude sur la taxe d'habitation. On nous dit que ça va être compensé, mais enfin, on voit bien à l'expérience que ça ne fonctionne pas. La compensation n'est jamais totale et de toute façon, elle diminue au fil du temps. Bon. Donc, lorsque le gouvernement précédent a décidé cela, les collectivités locales, qu'ont-elles fait ? D'abord, elles ont évidemment travaillé sur les économies possibles, mais elles y travaillaient déjà. Il ne faut pas penser que les collectivités locales, quelles qu'elles soient, petites, grandes, etc., dépensent n'importe comment. Enfin, tout de même, c'est quand même injurieux de penser ça de la part pour l'ensemble des maires, des présidents de conseils départementaux et régionaux. Alors, donc, on a d'abord... Justement, il y a une bonne gestion, une gestion rigoureuse. Oui, elles arrivent même à économiser. Le taux d'épargne net s'élève en 8,2% en 2016. Oui, d'accord. C'est un autre enseignement du rapport. Sauf que, comme vous l'avez vu, nous avons été contraints de diminuer de manière importante l'investissement. L'investissement public, local, est passé de 50 milliards à 40 milliards en gros sur les 3 ans. Au total, c'est 23 milliards de moins d'investissement qu'on a pu faire qu'on n'a pas pu faire justement pendant ces trois années. Ça, c'est très dangereux pour le pays. Pas pour nous, les maires, c'est pas ça. C'est pour le pays, pour le territoire et pour les habitants demain. Ça veut dire que les infrastructures sont moins bien entretenues, que nous en créons moins. Ça veut dire que le pays ne prépare pas son avenir. Parce que c'est ça que nous faisons. Il n'y a pas uniquement des dépenses de fonctionnement, il y a aussi ces dépenses d'investissement. Donc, je crois qu'on ne comprend pas, au plus haut niveau, ce que nous faisons sur le terrain tous les jours, dans nos communes, nos intercommunalités, les départements. On ne comprend pas.
C'est ça qui nous inquiète beaucoup. Et aujourd'hui, si la situation, nous avons pu maintenir la situation, c'est au prix d'une baisse des investissements. On a maintenu à peu près le niveau de service rendu. On a augmenté la pression fiscale. On l'a augmenté parce que nous avons eu cette responsabilité de le faire, ce qui n'est pas toujours le cas de l'État. Et nous avons aussi augmenté, ici ou là, pas forcément partout, mais les tarifs. L'augmentation des tarifs, c'est 500 millions de plus par an qui sont payés en réalité pour la plupart par les familles. Que nous avons dû faire pour maintenir le niveau de service. Donc, aller dire, bon, pour finir, les collectivités s'en sont sorties, donc on peut continuer, non, ça, c'est pas responsable. On a eu assisté à un transfert d'impopularité dans cette affaire. Ça, c'était le mandat précédent. J'ai bien peur que ce mandat-ci, ce soit encore pire. Vannick Berberian, cette conséquence sur les investissements qui deviennent de moins en moins fréquents, ça aussi dans les communes rurales, vous le ressentez ? Bien sûr, avec cette difficulté qui est qu'en matière de dotation, comme vous le savez, les habitants des territoires ruraux comptent pour la moitié par rapport à un habitant des zones urbaines. Donc cette injustice, sincèrement, nous ne la comprenons pas, nous le refusons. On ne peut pas imaginer que dans le territoire de la République, il y ait des citoyens qui ne soient pas considérés de la même manière en matière de dotation globale de fonctionnement. Et puis, on est tous imprégnés par ce discours qui dit, sans doute à juste titre, qu'il faut faire des économies et que si on peut, du côté des collectivités, faire des efforts, c'est une bonne chose. Il faut rappeler que les collectivités territoriales, elles sont là, pas pour elles, mais pour rendre un service à la population. Donc les premiers qui sont pénalisés par ces baisses de dotation, ce sont les habitants. Ce ne sont pas tant les élus que ça, ce sont les habitants. Donc peut-être qu'il faut revoir le statut, la fonction, le rôle de ces collectivités et qu'on arrête de les assommer en permanence. Parce que c'est un petit peu de ça dont il s'agit. Aujourd'hui, les élus sont très largement... Une nouvelle réforme territoriale qui redéfinisse les moyens, les missions des collectivités territoriales, selon vous ? La réforme territoriale, sincèrement, les dernières que nous avons vécues ont été plutôt traumatisantes. Mais pour une raison simple, c'est qu'elles ne font que renforcer la dimension métropolitaine de l'aménagement du territoire. Et ça, c'est un choix que nous ne partageons pas. Donc il faut arrêter de concentrer et plutôt travailler sur un équilibre du territoire. Caroline Caillot, aujourd'hui, est-ce que vous estimez que l'autonomie financière, la libre administration des communes est menacée ? Mais c'est tout le sujet. C'est tout le sujet. À partir du moment où on nous menace de supprimer la taxe d'habitation, ou en tout cas de la réduire à 20% de Français qui la paieraient, parce que c'est un impôt injuste. Mais alors, il est injuste pour 80%, juste pour 20%. Non, moi, je crois que c'est vrai qu'on a l'impression que finalement, là-haut, au gouvernement, ils ont envie de diminuer le pouvoir des élus locaux, diminuer le pouvoir des maires et leur enlever leur autonomie. Parce que c'est vrai qu'il y a un moment où, évidemment, si nous n'avons plus aucune ressource et que cette taxe d'habitation, qui est un impôt local, soit transférée au niveau national, oui, c'est une véritable privation des ressources fiscales. À Beauvais, par exemple, si on applique cette mesure, c'est 35% des recettes fiscales de la ville. C'est le budget des ressources humaines. C'est un autre budget des cantines municipales. Donc oui, comme dit Philippe Laurent, ce sont évidemment des charges supplémentaires pour la commune et on aura beau jeu de dire que les communes investissent, qu'elles dépensent de l'argent, qu'elles gaspillent, etc. Non, on n'a pas le choix. On récupère des charges et on nous prive de dotation. Puis j'ajouterai une dernière chose qui est importante, c'est que les investissements dont ont parlé mes collègues qui n'existent plus, ce sont des emplois en moins. Oui. Quand on parle de 150 000 € pour un emploi gardé ou un emploi sauvegardé, eh bien c'est là où le bas blesse aussi. C'est que moi j'ai été obligée de dire je ne ferai pas tel ou tel investissement parce que je n'en ai plus les moyens. Noël Rossan, est-ce que le gouvernement est sourd à toutes ces demandes des collectivités territoriales ? On sait qu'il y a ces échéances des élections sénatoriales. Ça s'annonce compliqué pour La République En Marche au Sénat en raison de ce contexte. Mais écoutez, on verra le soir des élections. Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire. Non, je pense que le gouvernement et le président de la République entendent bien de toute façon cette grogne. Mais il est certain, c'est que nous devons tous participer à cette reconstruction de ce pays. Et il est certain que vous parliez de la taxe d'habitation, 35 000 € sur combien ? Sur 3 ans ? Attendez, non, j'ai parlé parce que vous avez dit, ça représente 35 000... 35% de mes recettes fiscales pour la mairie de Beauvais. Oui. 35%. Sur un an, sur 2 ans, sur 3 ans. Mais chaque année.
Oui, madame, non, mais ce que je veux chaque année. dire que oui, mais enfin, on ne va pas vous enlever d'un seul coup ces 35%. C'est réparti sur 3 ans. Il y aura une compensation, C'est c'est ce qu'avait réparti sur annoncé 3 ans. Et en plus de ça, je les ai vécues au Conseil régional. le gouvernement a bien annoncé que de toute façon, il y aurait des dégrèvements et que de toute façon, ce serait aujourd'hui. Oui, ça, on a aujourd'hui, mais je suis d'accord avec vous, mais aujourd'hui, on ne sait pas, c'est peut-être ça qu'il faut leur demander, la façon dont ils vont compenser cette Et on ne demande pas perte, mieux que d'être associé à la réflexion je sur pense ce que sujet. de toute façon, ce n'est pas une mesure qui tombe comme ça, c'est étalé sur 3 ans et ça dépend aussi de la catégorie à laquelle ça va s'appliquer. Voilà. Philippe Laurent, quand on parle finances locales, est-ce qu'il n'y a pas d'autres leviers sur lesquels on peut agir justement? On parle beaucoup de la péréquation entre communes pauvres, communes riches. Est-ce qu'elle est là, cette solidarité? Est-ce qu'elle ne devrait pas être accrue justement pour résoudre ces problèmes de baisse des dotations? Oui, mais de toute façon, ça va peut-être faciliter la question pour telle ou telle commune, mais les autres, il faut raisonner de manière d'abord globale. Hein, et puis ensuite, on voit comment on répartit. Mais là, on parle bien de diminution globale de l'ensemble des dotations. On parle bien d'économie globale sur l'ensemble des collectivités territoriales. Après, comment on répartit l'effort, c'est une autre chose. La péréquation aujourd'hui, c'est un sujet, c'est un sujet à la fois majeur qu'on connaît depuis des années et des années. Un sujet sensible, on fera réagir Vannick Berberian. Mais naturellement, Vannick Berberian a raison lorsqu'il pose la question de ce rapport de 1 à 2. D'ailleurs, les associations d'élus ont demandé que d'autres systèmes soient étudiés. Il y a des débats, on a avancé, puis après on a reculé, mais bon, d'accord, on doit pouvoir avancer là-dessus. Ça, nous sommes tous d'accord. C'est pas un sujet simple, c'est pas un sujet facile. Mais la question aujourd'hui, elle n'est pas là. La question, c'est il y a une masse globale de financement pour les collectivités territoriales, à la fois qui viennent de l'impôt local, qui viennent des dotations, etc. Si cette masse globale diminue, à un moment donné, le service public diminuera. Et je veux souligner que sur les efforts, parce qu'on nous dit qu'il faut que tout le monde fasse des efforts. Nous avons fait, nous, collectivités territoriales, beaucoup d'efforts. Je l'ai dit tout à l'heure. Et la Cour des comptes, d'ailleurs, elle-même le reconnaît. Nous avons fait plus d'efforts et nous avons baissé plus nos dépenses que l'État lui-même ne l'a fait. Alors, c'est très facile, vous comprenez, lorsque on nous dit on va supprimer la taxe d'habitation, mais c'est quand même très simple, ça. Évidemment, faire des cadeaux aux gens avec l'argent des autres. Quand même, si le président de la République et si le chef de l'État veut baisser les impôts de l'État, il le fait, mais il ne le fait pas en prenant l'argent des autres. Alors, la taxe d'habitation, c'est l'argent des Peut-être une réaction sur cette question aussi de la péréquation et de la solidarité. Ça peut être un levier, justement, pour aplanir toutes ces difficultés de financement. Un levier, mais je crois que la question au préalable, c'est celle de l'aménagement du territoire et de l'équilibre des territoires. C'est-à-dire que depuis 30 ans, 40 ans, on ne fait qu'on concentrer vers les pôles urbains qui sont dans une logique mortifère de supplanter celui qui est à côté. Et donc, tant qu'on est dans cette logique-là, on va avoir des difficultés. Aujourd'hui, on voit bien que les Français aspirent à autre chose. Beaucoup quittent la ville pour aller à la campagne. Et donc, la péréquation, c'est aussi ça. C'est de permettre donc aux territoires ruraux d'accueillir ces nouvelles populations et de pouvoir se développer. Donc, c'est bien plus qu'une question, je dirais, mécanique de dotation et de gestion de budget. C'est une question de politique. Quelle France on veut dessiner pour demain? Est-ce qu'on veut continuer à concentrer les humains, les moyens, les pouvoirs vers les pôles urbains, ou est-ce qu'on raisonne dans un périmètre différent? Et aujourd'hui, c'est ça que l'on attend. Et c'est vrai, ça a été dit tout à l'heure, cette conférence nationale des territoires a porté un espoir, même si par habitude, on est un peu réservé sur ce type de propositions, mais on a joué le jeu. Et puis malheureusement, le pari n'a pas été tenu. Donc si on veut que le climat change, parce que la politique c'est aussi une affaire de climat, il faut qu'il y ait une véritable considération des élus. Sincèrement, je crois qu'aujourd'hui on arrive à un point où les collègues, particulièrement dans les territoires ruraux, sont usés. Peut-être le mot de la fin pour vous, Noël Rossan, c'est parce qu'Emmanuel Macron n'a jamais été lui-même un élu local, qu'il a une vision très centralisatrice, très jacobine de la France, de l'État? Je pense que de toute façon, vous venez parler d'aménagement du territoire. C'est sûr qu'il faut revoir cette situation.
Je viens moi-même d'un territoire rural, puisque ma commune, puisque je suis toujours maire aujourd'hui, je lâcherai le 21 septembre, a un peu plus de 400 habitants. Donc je sais ce que c'est que la commune rurale et faire des efforts, s'entraider. Et il y a un mot justement que je n'ai pas beaucoup entendu ici, et c'est la mutualisation. Je pense que c'est quelque chose sur lequel on devrait regarder pour mutualiser et pouvoir partager justement que les coûts soient moins forts par une bonne mutualisation. Eh bien, ça sera l'objet d'un autre débat. Merci à vous Noël Rossan, merci Caroline Cayeux, merci Vannick Berberian, merci Philippe Laurent. Dans le reste de l'actualité sénatoriale, cette proposition de loi qui sera bientôt déposée par le centriste Hervé Maurey, le sénateur LR Louis Nègre, pour encadrer l'ouverture à la concurrence du rail français qui mettra fin au monopole de la SNCF. Explication Fabien Recker. Votée en avril 2016 au Parlement européen, l'ouverture à la concurrence sera effective en mars 2019 pour les trains régionaux, en 2021 pour les TGV. Les sénateurs veulent tenir ce calendrier au nom de l'amélioration du service. Nous avons besoin d'un service de transport qui soit un service de qualité, avec des trains qui partent à l'heure, qui arrivent à l'heure, qui sont propres et dans lequel il y a une qualité donc de service. Alors que prévoit la proposition de loi ? Pas d'open access comme le suggèrent les textes européens, mais des contreparties pour garantir l'équilibre entre les territoires. En clair, en l'échange de l'exploitation exclusive d'une ligne à grande vitesse, l'opérateur privé devra prendre en charge une ligne non rentable. Nous souhaitons que l'État qui est c'est l'État, qui est autorité organisatrice de transport, définisse des lots dans lesquels il y ait des lignes rentables et des lignes moins rentables pour faire un paquet global qui permette d'obtenir à la fois, parce qu'il y a une ouverture à la concurrence, un meilleur service, mais en même temps de pouvoir continuer à desservir des zones éloignées des axes principaux. La proposition de loi prévoit la mise à disposition par la SNCF de ses données ainsi que d'une partie de son matériel roulant aux nouveaux opérateurs. Quant au volet social, les salariés de la SNCF pourraient être basculés vers le privé contre leur gré en cas de manque de volontaires au départ, mais conserveraient leur niveau de rémunération et leur garantie d'emploi. La proposition de loi sera déposée dès la reprise des travaux au Sénat après les élections sénatoriales. Jean-Vincent Placé, violemment agressé ce week-end à Paris. Le sénateur de l'Essonne et ancien secrétaire d'État a été frappé par 3 individus qui lui ont dérobé son téléphone portable, sa montre et sa carte bleue. Une agression qui pourrait le faire renoncer à se représenter aux élections sénatoriales et à arrêter la politique. On va tout de suite continuer le tour d'horizon de ces réactions politiques à l'actualité du jour avec Saveria Rojek. À vos côtés, Stéphane Getto, il a été investi par La République En Marche, tête de liste au sénatorial dans le département de Meurthe-et-Moselle. Bonjour Stéphane Getto. Bonjour. Vous êtes donc tête de liste En Marche en Meurthe-et-Moselle. Vous venez d'assister à cette réunion avec Édouard Philippe, le Premier ministre au QG de La République En Marche. Que vous a dit le Premier ministre lors de cette réunion ? Le Premier ministre nous a déjà apporté son soutien et puis il a fait preuve de pédagogie sur l'action du gouvernement en faveur des collectivités locales. Il est notamment revenu sur toute la méthodologie qui avait été présentée par le président de la République le 17 juillet dernier lors de la conférence nationale des territoires. Voilà. L'objectif, c'était bien de remettre en perspective l'ensemble des mesures qui sont en faveur des collectivités locales de notre pays. Alors vous êtes justement en ce moment en pleine campagne, vous êtes sur le terrain. Comment vous sentez justement cette campagne? Est-ce que vous ressentez justement cette grogne des élus locaux vis-à-vis de la baisse des dotations aux collectivités, vis-à-vis de la fin des contrats aidés En fait, c'est une campagne difficile? Non, ils veulent surtout, et c'est normal, des explications, parce qu'ils entendent parler de beaucoup de choses. Donc c'est à nous aussi de faire preuve de pédagogie, encore une fois, d'expliquer que non, effectivement, vous parlez du gel de dotation, mais en fait, ces 300 millions, ils n'ont été pris à personne parce qu'ils avaient été donnés à personne. Voilà, c'est des gels assez traditionnels. Donc on leur explique, ils le comprennent, ce sont des gens responsables. Ce sont néanmoins des crédits que les régions, les départements n'auront pas. Non, mais ça n'avait pas été engagé, donc ça n'a pas été, encore une fois, ça a été pris à personne. Chaque fois que je vois un élu, je lui demande est-ce que vous avez un projet de votre commune, sur votre interco, qui a été stoppé de fait de cette mesure. Ils nous disent non, donc voilà, c'est simple, ils le comprennent, c'est des choses assez faciles à expliquer. Alors, en revanche, la fin des contrats aidés, ça c'est du concret, ça sont vraiment des emplois que les communes perdent. Alors aussi, sur la philosophie, globalement, ils sont d'accord, parce qu'ils savent qu'on ne peut plus continuer comme ça, on ne peut pas subventionner de l'emploi comme ça à perte. On sait aussi qu'il y a peu d'efficacité en termes d'insertion sur ces emplois
aidés. Voilà, 75% dans le secteur non marchand ne permettent pas de trouver un emploi pérenne. Donc ça, ils le savent. Après, c'est vrai, il y a du cas par cas, il faut regarder. Mais je crois aussi là que des consignes ont été données au préfet pour regarder au cas par cas, pour que la rentrée, pour que ce mois de septembre se passe bien. Donc là, faire preuve de pédagogie, ne pas tomber dans le gouvernement bashing, et puis ça fonctionne. Encore une fois, ce sont des gens responsables. Lorsqu'on explique, ils comprennent, il n'y a pas de souci. Mais revenons à cette réunion avec le Premier ministre. Édouard Philippe vous a donc donné des arguments pour répondre aux inquiétudes des Français sur le terrain? Oui, des grands électeurs. Encore une fois, c'est surtout de la mise en perspective, de la pédagogie, ne pas avoir peur d'expliquer ce que l'on fait, ne pas être spécialement que sur la défensive, mais expliquer aussi que c'est un gouvernement qui a du courage politique, qui annonce ce qu'il va faire, qui fait ce qu'il a dit. Qu'est-ce que vous répondez donc sur le terrain à la fin des contrats aidés, quand on vous interpelle là-dessus? Ce que je viens de vous dire, on ne peut plus continuer comme ça, on subventionnait des emplois qui n'avaient pas de grosse efficacité. Et surtout, ce qui intéresse les élus, y compris de les petites communes, ils le savent bien, c'est surtout avoir le courage politique, tenir bon. C'est pas parce qu'on est dans une campagne qu'il fallait ne pas prendre de décision et attendre le post-24 septembre pour prendre des décisions parfois courageuses. Ça, les élus le comprennent, donc il faut y aller, il faut tenir bon. Il y a plein de choses à faire et voilà, ça, ils le comprennent bien. Alors, procès sénatorial, pas de raz-de-marée en marche. Christophe Castaner l'a encore rappelé hier. Le parti a bien sûr revu ses ambitions à la baisse. Combien comptez-vous gagner de sièges au Sénat? On parle maintenant d'une dizaine. Moi, je ne vais pas rentrer là-dedans. En plus, c'est pas mon rôle. Moi, ce que je sais, c'est que sur mon département... Vous êtes tête de liste en marche. Tête de liste, oui. Sur notre département, on espère bien gagner. J'espère être sénateur de la République En Marche dès le 24 septembre. Je ne fais pas de calcul au niveau national. Évidemment, on n'est plus dans le même contexte qu'au mois de juin pour les législatives. Pour autant, ce qu'il faut avoir en tête aussi dans les pronostics qu'on peut faire, c'est qu'aujourd'hui, avec des candidats comme de la République En Marche, il y a une nouvelle offre qui est proposée aussi aux grands électeurs. Ils n'ont plus le choix entre soit des listes de gauche, soit des listes de droite. Ils ont le choix avec une nouvelle offre, une offre de la République En Marche. Et ça peut faire la différence. Très bien. Merci beaucoup. Merci à vous d'avoir répondu en direct à nos questions. Merci. Merci à vous, Saveria. On va en venir maintenant à cette polémique déclenchée par Emmanuel Macron lui-même. Après avoir annoncé la baisse de 5 € des APL, il se tourne à présent vers les propriétaires à qui il demande de baisser les loyers le jour où le gouvernement annonce un plan pour relancer la politique de logement. Jordan Klein. C'est une politique à la petite semaine. Voilà comment ce collectif d'associations qualifie les mesures du gouvernement en matière de logement. La grogne s'intensifie chez les associatifs. Première décision ciblée, la baisse de 5 € des APL, effective dès le mois d'octobre. La baisse des allocations a un impact dur sur les conditions de vie des plus précaires et que ça va faire augmenter la pauvreté dans le pays. Je veux rappeler qu'il y a 4 millions de personnes qui sont aujourd'hui mal logées, qu'il y a environ 2 millions de personnes qui sont en attente d'un logement social dans le pays. Du côté du gouvernement, la ligne de défense est claire. La somme de 40 milliards d'euros par an dépensée dans le logement est trop élevée pour trop peu de résultats. Selon le président, il serait donc légitime que les propriétaires aident l'État à financer la baisse des APL. Comme on a une bonne vieille culture qui consiste à dire « Eh oh l'État, il faut payer », on se satisfait de cela. Mais il faudrait être complet dans cette phrase. Dire « Oui, l'État peut payer, mais l'État c'est vous, l'État c'est moi ». L'État, c'est chacune et chacun d'entre nous, et à un moment donné, quand vous prenez la décision de baisser massivement la fiscalité dans ce pays, il faut bien s'interroger sur une baisse massive de dépenses publiques. Le nouveau projet de loi sera présenté le 13 septembre prochain. Avant cela, le gouvernement rencontrera dès vendredi les différents acteurs du milieu pour échanger avec eux sur le contenu de cette réforme. Tout de suite ouvrir le second débat de Sénat 360 avec mes invités. Mickaël Nogal, bonjour. Vous êtes député La République En Marche de Haute-Garonne. Merci d'être avec nous. Manuel Domergue est également sur ce plateau. Bonsoir. Vous êtes directeur des études de la Fondation Abbé Pierre. Jean-Claude Drian, bonsoir. Vous êtes professeur à l'École d'urbanisme de Paris, spécialiste des questions de logement. Et Géraudel Volvé, bonsoir. Vous êtes délégué général de l'UNIS, c'est l'Union des syndicats de l'immobilier. Première question pour vous, Manuel Domergue, puisqu'on a vu cette polémique déclenchée cet été avec cette annonce de baisse des APL de 5 €. Hier, le chef de l'État se tourne vers les propriétaires. Aujourd'hui, vous demandez un retrait immédiat de cette baisse ? Naturellement, parce que c'est 5 € par mois qui sont pris sur des ménages à très bas revenus. La plupart sont sous le seuil de pauvreté. Je rappelle que pour une personne seule, dès qu'elle gagne 1,1 SMIC, elle n'a plus d'APL. Donc l'APL va
aider des ménages à très bas revenus. Donc leur prendre 5 €, c'est un vrai changement dans leur mode de vie. Et surtout, c'est juste la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Ça fait 15 ans qu'on fait des économies, qu'on gèle tous les ans les APL. Et un des résultats, c'est qu'aujourd'hui, les loyers dans le parc social ou dans le parc privé sont trop élevés par rapport aux revenus et aux aides touchées par les allocataires APL. Je rappelle quand même que depuis 15 ans, la part des APL dans le PIB, dans la richesse française, est absolument stable, 1,0% du PIB. Il n'y a pas de dérapage des APL, il y a plutôt un rognage régulier de ces aides. Et pourtant, aujourd'hui, Michaël Nogal, le ministre de la Cohésion territoriale, Jacques Mézard, estime que ce système des APL ne marche pas. Expliquez-nous pourquoi. Bien sûr, écoutez, le budget du logement en France, c'est 40 milliards d'euros. Et parmi ces 40 milliards d'euros, la moitié est consacrée aux aides au logement. On le voit, et je suis d'accord avec ce qui a été dit, les loyers en France sont trop élevés par rapport à d'autres capitales européennes, même Paris, à part Londres, qui est une exception. Mais Paris fait figure de capitale des plus chères en Europe. Et le problème en France, c'est qu'on manque de logements. Et donc, il faut réfléchir à comment baisser les loyers, comment proposer plus de logements. Et c'est pour ça qu'on va proposer à l'automne une loi qui permettra justement de créer un choc de l'offre pour proposer plus de logements, pour augmenter la mobilité dans le parc immobilier aujourd'hui, et puis pour libérer du foncier, voilà, pour justement répondre à ce besoin de construction de logements. Ouais. Géraud Dévolvé, pardon. On a vu cette adresse ou maladresse, certains diront, du chef de l'État hier aux propriétaires. Eh bien, c'est à vous de faire un geste et de baisser vos loyers pour compenser cette baisse des APL. Comment avez-vous accueilli cette annonce? Alors, cette supplique au peuple français, je parlais pour les professionnels de l'immobilier en gestion locative, ça représente qu'une partie du parc, 35%. Il y a une partie qui n'est pas gérée par des professionnels et il y a le parc social. Pour cette partie-là, nous avons, la veille de la déclaration du président de la République, indiqué qu'une compensation de cette hauteur-là nous paraissait faisable. Depuis hier, l'observatoire auquel nous participons, Clameur, sur les loyers, a montré qu'une baisse générale des loyers dans le territoire est observable. Et ce qui est intéressant de noter surtout, c'est que cette baisse par région est équivalente, à peu de choses près en dessous et beaucoup au-dessus, à ce montant qui paraît un peu faible quand même, de 5 €. Je prendrai quelques exemples. Du plus bas, c'est Pays de Loire et Rhône-Alpes. On a 3 et 4 € de baisse de loyer mensuel qui est déjà observé, jusqu'à Marseille qui va être de l'ordre de 12 € de baisse mensuelle de loyer. Donc ce que nous disons, UNIS, les professionnels, c'est cette compensation a déjà eu lieu. Vous êtes d'accord, Jean-Claude Drian, il y a déjà eu une baisse des loyers en France, on peut l'observer aujourd'hui ? Oui, probablement. Tout dépend des villes. Hein. Il y a des villes dans lesquelles on a des baisses plus fortes que dans d'autres, mais de fait, les loyers, si on met de côté un peu l'agglomération parisienne qui est un peu spéciale en la matière, les loyers sont relativement stabilisés depuis plusieurs années déjà. Mais c'est bien la preuve qu'on a à faire dans le secteur locatif privé. Stabilisés, mais à un niveau élevé, nous sommes bien d'accord. Mais ils sont relativement stabilisés, ce qui est bien la preuve qu'on a affaire à des mécanismes de marché. Et mécanismes de marché, c'est que tant qu'un offreur trouve un demandeur qui va accepter de payer le prix qu'on lui propose, eh ben, il va pratiquer ce prix-là. Et ce qui amène à voir que cette idée de baisser les loyers comme ça mécaniquement de 5 € pour un propriétaire n'a qu'un sens quand même très très limité. On pourrait faire des parallèles avec tout un tas d'autres marchés, demander soudainement aux producteurs agricoles ou aux marchands de téléphone de dire baissez vos prix de 5%. Ça semblerait très bizarre. Michaël Nogal. Oui, la question de la baisse des loyers doit être pensée de manière beaucoup plus large. On parlait des APL tout à l'heure. Aujourd'hui, c'est aberrant que le système des APL fonctionne sur les revenus que vous gagnez 2 ans auparavant. Si ne serait-ce qu'on regardait, qu'on calculait les APL sur l'année actuelle, on économiserait plus de 100 millions d'euros par mois. Donc ces 100 millions d'euros permettraient aussi de redonner un peu d'oxygène et dans le monde de l'immobilier et du logement, évidemment, avoir plus de marge de manœuvre. Ouais. Vous êtes d'accord, Manuel Domergue, il faut quand même remettre ce système des APL à plat. Il y a des dysfonctionnements que l'on peut observer ? On peut améliorer les APL. On peut notamment les verser pour les personnes qui sont en habitat mobile. On peut supprimer le mois de carence parce que quand vous arrivez dans un logement, vous ne touchez pas d'APL le premier mois, alors que c'est le mois où c'est le plus difficile. Donc oui, on peut améliorer leur solvabilisation. Mais les APL aujourd'hui sont très efficaces pour réduire le nombre de personnes mal logées, réduire le nombre de personnes en situation de pauvreté ou d'extrême pauvreté, réduire le taux d'effort net
des personnes. Les APL, ça marche, c'est aussi redistributif que les minima sociaux. Les minima sociaux aussi, on pourrait dire que ça fait augmenter le prix des pâtes, ça fait augmenter le prix des produits de base. Si les gens crevaient de faim avaient 0 € pour vivre, oui, les produits les moins chers ne trouveront pas preneur. Les APL n'ont jamais été remis en question. Ah bon, pardon. Les APL n'ont jamais été remis en question. Vous étiez où cet été? L'existence... Arrêtez. Mais attendez, les APL n'ont jamais été remis en question, c'est tous les jours. Vous ne pouvez pas caricaturer le sujet, un sujet aussi grave pour les Français. Non, je suis désolé. La question... Une baisse a été annoncée par l'exécutif. 2 milliards. Une baisse de 5 €, en effet, à partir du 1er octobre. C'est ça qui a été, dit. Et une remise à plat générale pour une baisse Une remise massive à plat générale, mais ça ne veut pas dire qu'on laisse les Français de côté. Puisque, encore une fois, j'insiste sur le fait que la question des aides au logement, elle doit être appréhendée de manière plus globale. Parce que, évidemment, si vous construisez plus de logements, mécaniquement, les loyers vont baisser. Donc c'est ça qu'il faut avoir en compte, tenir en compte. Quand on parle de l'immobilier, moi je suis vice-président de la Commission des affaires économiques à l'Assemblée nationale, je rencontre aujourd'hui l'ensemble des acteurs de l'immobilier, que ce soit les associations, les promoteurs, les bâtisseurs. Bon, qu'est-ce qu'on me dit aujourd'hui? On me dit qu'il y a un problème notamment avec les normes de construction. Une norme de construction qui paralyse le marché. Ben voilà ce qu'on va faire notamment pour participer à ce choc de l'offre. Ça fait partie effectivement des pistes dévoilées dans le plan logement. Des normes qui aujourd'hui permettent, qui ont fait augmenter le coût des HLM. Ouais. Vous prenez le coût d'un HLM il y a 15 ans, il était 2 fois moins élevé qu'aujourd'hui. Donc il faut aussi jouer sur ces leviers-là. Jean-Claude Riant, est-ce que si on construit plus, mécaniquement, les loyers vont baisser? Pas sûr, c'est pas si simple. Alors non, c'est pas si simple, malheureusement. Ça serait bien finalement que ça soit aussi simple. Mais en tout cas, c'est indispensable. Là où les loyers, ça ne veut pas dire qu'il ne soit pas indispensable de construire plus. Alors ça, on est d'accord, la France manque de logements. Maintenant, la question qui vient derrière, c'est l'effet, la réalité de l'effet baisse des loyers que ça pourrait générer. Si on se place dans des villes où le marché est très tendu, comme l'agglomération parisienne ou le cœur de l'agglomération parisienne, aujourd'hui, on a un déficit, on manque de logements locatifs. Donc tant qu'on n'aura pas comblé ce déficit, et il va falloir pas mal d'années pour y arriver, ça ne fera pas baisser les loyers. Les loyers resteront à ce même niveau. Il y a une espèce de croyance. Alors, Michael Noguel, ensuite on donnera la parole à Jérôme Devolvé. Construire 70 000 logements en Ile-de-France, qui est la loi aujourd'hui, 70 000 logements, c'est 1,4% du stock. C'est seulement 1,4% du stock. Ça veut dire que dans 15 ans, on aura fait croître le stock d'à peine 20%. Non mais justement, les commentaires que j'entends sont intéressants, mais témoignent justement de la complexité du sujet et du fait qu'on ne peut pas isoler ni à la fois l'offre dans le parc immobilier, ni la question des aides sociales. Vous avez aussi la question de la mobilité dans le parc, et notamment dans le parc social, des personnes qui occupent un logement qui est surdimensionné par rapport à leurs vrais besoins, des situations familiales, des structures familiales qui évoluent. On a de plus en plus de familles monoparentales. Bon, des personnes parfois qui occupent, une seule personne qui va occuper un T4 ou un T5, ben oui, c'est légitime de demander à cette personne et d'organiser le parc pour que cette personne puisse aller dans un logement un peu plus petit et laisser la place à une famille qui aurait besoin, en effet, pour ses enfants, de 2 ou 3 chambres. Oui. Alors, je redévolve. Beaucoup de choses ont été dites sur ce plateau. Il y a toujours 40 milliards d'euros qui sont consacrés par l'État à cette politique du logement et ça ne fonctionne pas. On continue de manquer cruellement de logements. Alors, qu'est-ce qu'il faudrait faire, selon vous, pour justement arriver à changer, et c'est la volonté du gouvernement, à transformer radicalement cette politique en faveur du logement? Moi, je parle toujours pour le parc privé, qui est un parc finalement social. De fait, j'explique, une grande partie de locataires du parc privé sont éligibles, ont des ressources qui leur permettraient d'aller dans ce parc social. Le parc social, 2 commentaires. Un, il coûte plus cher que le parc privé. Il coûte plus cher de faire du social que du privé. Et deuxièmement, la mobilité est très faible par nature dans le social. Elle est plus forte dans le privé. Mais encore Clameur hier a montré que ce taux de mobilité dans le parc privé est en baisse, est en chute. On va rester plus de 7 ans à Paris, dans un bien plus de 4 ans à Toulouse. Je me tourne vers monsieur le député. Alors que faire? Je crois que cette discussion sur le niveau des loyers, on peut l'avoir à l'inverse. Fixons un loyer déjà bas, en tout cas plus bas que le prix du marché, mais reconnaissons le producteur de logements économiques qu'est le bailleur privé comme un acteur méritant d'être soutenu. Un soutien à l'investissement privé dans le parc de logement, qu'on appelle à mobiliser leur épargne pour investir dans le privé, avec des logements qui seraient, selon la gradation usuelle, pourquoi pas adaptés, leur permettrait, avec une contrepartie, d'augmenter l'offre. Cette contrepartie, c'est quoi? Ce serait un amortissement qui serait proportionnel au loyer de sortie du logement. Plus le loyer de sortie est bas,
plus l'avantage est élevé, et inversement. Ainsi, on ferait revenir dans le parc privé les bailleurs privés, les bailleurs institutionnels, et on adosserait à ce parc un costume taillé pour. Aujourd'hui, le parc privé n'est pas habillé. Manuel Domergue, est-ce qu'il y a aussi des risques pour les propriétaires à qui on va demander de baisser les loyers, de reporter cette baisse des loyers sur l'entretien des logements? Ça, c'est une inquiétude aussi de la part des associations? Honnêtement, il n'y a aucun risque à avoir, il n'y aura aucun effet à la déclaration d'Emmanuel Macron de demander à des acteurs privés sur un marché libre de baisser leur loyer, tout simplement parce qu'ils ne le feront pas. Parce que les propriétaires privés ne répondent pas aux injonctions du président de la République. C'est comme ça. Il y a une manière d'encadrer les loyers en France, ça s'appelle appliquer la loi ALUR d'encadrement des loyers. Ce n'est pas une option. Ce n'est pas si Emmanuel Macron ou le gouvernement le veut ou pas, c'est juste appliquer la loi qui a été votée en 2014. Donc maintenant, les préfets qui n'appliquent pas cette loi sont des préfets hors la loi. Le gouvernement qui n'applique pas cette loi est un préfet qui ne respecte est un gouvernement qui ne respecte pas la propre loi de la France. Donc aujourd'hui, on a négocié cet encadrement des loyers pendant des années. Il a été voté enfin en 2014. Il faut l'appliquer et quand c'est fait à Paris, ça prouve que ça marche. Ça fait des baisses de loyers pas suffisantes mais intéressantes sur les loyers des petites surfaces pour les personnes isolés notamment, qui ont le moins de revenus, qui payent le plus cher, et on n'a pas du tout constaté une baisse d'attractivité de Paris pour les investisseurs ou une dégradation, parce qu'on peut aussi tout à fait conditionner le niveau des loyers d'encadrement en fonction de la qualité du logement. Jean-Claude Riant, sur ce point, sur cet effectivement encadrement des loyers qui a été voté, qui n'est pas appliqué partout? Effectivement, je crois que le Conseil d'État a constaté qu'il n'était pas légal de ne pas appliquer l'encadrement des loyers là où il ne l'était pas. Je crois quand même que la nécessité première, c'était quand même à Paris et aussi en première couronne. Emmanuel Causse, à la fin de son mandat de ministre, avait travaillé à l'extension de cet encadrement à la première couronne de l'Île-de-France. Je crois que c'est toujours en marche. Je ne pense pas que ça a été, si j'ose ce mauvais jeu de mots sans faire exprès, c'est toujours en marche, mais je ne sais pas où en est le projet du point de vue du gouvernement. En tout cas, c'est vrai que d'un point de vue juridique, il faudrait le faire. Mais l'urgence est quand même sur Paris et la première couronne. C'était là l'urgence et on commence effectivement à en voir les effets. Autre problème qui est soulevé par ce plan logement qui a été en partie dévoilé et qui vient télescoper ces annonces, c'est le problème du foncier disponible en France. On sait que le gouvernement travaille sur des pistes de fiscalité incitative pour débloquer du foncier. Qu'en pensez-vous, Giraud Dévolvé? Oui, auparavant, il n'y a pas eu de contrepoint sur l'encadrement des loyers. On voit bien que la tendance baissière générale montre l'inefficacité de ce dispositif. Je rappelle que dans les zones tendues, il y a non pas un encadrement, mais un blocage. On ne peut pas relouer un locataire plus cher, sauf indice que le locataire précédent, et même dans ces zones-là, ça baisse. Donc inefficacité, l'objectif est rempli, Paris petite surface, c'est fait. Pour le reste, laissons le marché, il se régule tout seul. Sur le coût du foncier, ça rejoint le sujet dont on a déjà parlé, le choc d'offres. De manière générale, il y a trop de taxes, il y a trop de normes, il y a trop de règles, ça change tous les ans, il y a eu 20 ans, 20 lois. Déjà, stabilisons une règle et après, regardons comment faire mieux. Mais les taxes ont explosé ces 10 dernières années et 5 dernières années. Ce mouvement-là doit cesser. Ouais. Comment le gouvernement compte-t-il s'y prendre justement pour ces mesures de fiscalité incitative en ce qui concerne le foncier, Mickaël Nogal? D'abord, rappeler que c'est vrai que pour les terrains, le foncier libre, parfois, pour les propriétaires, il est plus avantageux de le garder pour ensuite faire baisser la fiscalité sur les plus-values que de le mettre directement disponible pour une construction. Donc en effet, je pense que le fait de donner quelques contreparties aux propriétaires permettra justement de libérer du foncier et d'encourager la construction. Et ça peut être fait à court terme et à moyen terme. Maintenant, encore une fois, la question des normes revient en permanence. Moi, je pense que c'est quelque chose qui est très important. Il faut à la fois réduire le coût des logements, en faire plus et en faire d'aussi bonne qualité. Et il y aura aussi un volet dans le plan logement avec Nicolas Hulot sur la transition énergétique et la lutte contre les passoires énergétiques. Jean-Claude Riant, on a besoin de stabiliser le marché, d'arrêter de faire des lois successives en matière d'immobilier, ou est-ce qu'au contraire il faut un véritable choc en ce qui concerne les politiques de logement? L'immobilier, on se rend compte que la France est un des pays qui finalement consacre le plus d'argent à ces politiques et que le résultat ne correspond pas.
aux attentes? Nous sommes quand même un des pays qui construit le plus, rapporté à sa population. On construit à peu près 2 fois plus que le Royaume-Uni, par exemple, rapporté à la population du pays. On construit plus qu'en Allemagne, etc. Donc, mais il faut regarder par rapport aux zones tendues. Mais il faut regarder par rapport aux zones tendues. La grande question, c'est le territoire, c'est la diversité des territoires, absolument. Maintenant, la question des 40 milliards, là aussi, elle mérite une petite attention, parce qu'on dit globalement 40 milliards, ça ne marche pas. Mais si on prend ligne par ligne, on vient d'avoir un débat sur les aides à la personne, on vient d'avoir un débat sur l'accompagnement de l'investissement locatif, on pourrait avoir un débat. Vous savez que le deuxième poste de dépenses publiques derrière les aides à la personne, c'est la TVA à taux réduit pour les travaux que font les artisans chez les particuliers. Voilà. Cette mesure, elle est remarquablement efficace pour cibler du chiffre d'affaires et lutter contre le travail non déclaré chez les artisans. Ça coûte 5,5 milliards par an. Voilà. Et on les compte à l'intérieur des 40 milliards. Donc vous voyez que l'objectif d'une mesure comme celle-là n'a finalement à peu près rien à voir avec l'idée de baisser les loyers, de loger les plus pauvres, etc. Donc, vous voyez, si on regarde ligne à ligne, on peut se poser la question, ligne à ligne, des objectifs poursuivis, et finalement, est-ce qu'ils sont atteints? Le prêt à taux zéro, son accroissement depuis 2 ans en France, c'est un des moteurs principaux de l'accroissement de la construction. On le recoupe, on prend des risques. Il faut une évaluation, Girodel Volvé, de tous les dispositifs déjà existants avant d'en lancer de nouveaux, selon vous? Il faut, et ça a été dit, il faut garder ce qui fonctionne, abandonner ce qui ne fonctionne pas. Notre inquiétude porte sur la niche fiscale, puisqu'on parle comme ça. Pinel, la proposition serait de l'aménager et de la basculer, pourquoi pas, dans le droit commun. Pour les autres dispositifs qui existent, en effet, évaluer, regarder ou ajuster. Je reviens aussi sur la TVA. Alors évidemment, dans le neuf, c'est intéressant d'avoir une fiscalité qui soit équivalente à celle dont bénéficie le parc social. Ça permettrait de libérer le foncier de construire. Il faudrait permettre aussi aux maires qu'ils prennent sur eux le soin de signer des permis de construire là où c'est possible, plutôt que d'encadrer. Je pense notamment à Lille, où du foncier disponible. Construisons là-dessus du résidence étudiant, et on n'aurait pas cette discussion interminable sur l'APL qui dure depuis maintenant plus de 3 semaines. J'ai bien aimé la TVA réduite sur les artisans. C'est le 3e indicateur de clameur que je vais citer. L'effort d'entretien et d'amélioration, c'est des travaux faits par les bailleurs. C'est un index qui s'effondre aussi. Donc pas de travaux, pas de recettes, on l'a vu. On ne pourra jamais atteindre les objectifs de performance énergétique fixés par la loi royale, qui vont être peut-être revus et qui pourraient être à l'avenir sanctionnés si les travaux ou la performance n'étaient pas atteintes. C'est hors de question, ce n'est pas comme ça qu'on va y arriver. Le bailleur aujourd'hui a un mauvais rôle, nous préconisons de lui redonner son rôle, qu'il a en réalité, agent économique producteur de logement. On arrive au terme de ce débat. Manuel Domergue, chaque année, la Fondation Abbé Pierre remet un rapport sur le mal logement. Est-ce que vous pensez que toutes ces annonces du gouvernement vont accroître les difficultés rencontrées justement par les Français pour se loger? C'est difficile à dire, ça dépend de beaucoup de choses, ça dépend essentiellement aussi de la conjoncture économique. Ce qui est sûr, c'est que même s'il y a des bonnes intentions, notamment pour libérer du foncier constructible, ça c'est vraiment, s'ils le mettent en œuvre, c'est une très bonne idée. Mais avant que l'effet de la construction supplémentaire dans un pays où la démographie est quand même assez dynamique, avant que ça ait un effet sur la baisse des prix ou la baisse des loyers, ça prendra beaucoup de temps. Mais ce n'est pas le seul levier, je le disais tout à l'heure, il y a d'autres leviers qui seront utilisés pour justement avoir une action qui soit à court terme, qui permette justement de loger plus à court terme. En tout cas, aujourd'hui et dans les années qui viennent, il y aura quand même un déséquilibre très fort dans le rapport de force entre ceux qui cherchent un logement et qui ont des bas revenus et ceux qui mettent en location des logements. Donc qu'est-ce qu'on fait? Il y a des actions immédiates où là, il y a une maîtrise publique forte et pas simplement une pensée magique en disant il y aura un choc d'offres, on va demander de baisser les loyers. C'est encadrement des loyers, production de logements sociaux, très sociaux notamment. Parce que quand on dit il faut construire beaucoup, oui, très bien, construisons déjà beaucoup de logements sociaux. Et Emmanuel Macron, contrairement à son prédécesseur, n'a pas annoncé un objectif quantifié de production de logements sociaux neufs. Ça, c'est très embêtant. Aujourd'hui, il y a un effort qui a été fait depuis quelques années de hausse de la production de logements sociaux. Il faut continuer parce que là, au moins, on sait à qui ça va, à quel niveau de loyer, avec quel niveau d'aide. Et ça, il ne faut vraiment pas abandonner ce trésor-là.
Eh bien, merci à vous, Emmanuel Domergue. Merci, Mickaël Nogal. Merci, Giro Delvolvé. Merci, Jean-Claude Drian, d'être venu sur ce plateau. On va passer à l'actualité sociale avec peut-être le début d'une réconciliation entre Jean-Luc Mélenchon, le chef de file de la France Insoumise, et plusieurs de ses députés qui ont rencontré Philippe Martinez, secrétaire général de la CGT, lors d'une rencontre cet après-midi à l'Assemblée nationale, avant les manifestations prévues contre la réforme du Code du travail. Géraldine Bavoilo. Elle était restée silencieuse depuis l'élection d'Emmanuel Macron et lorsqu'elle choisit de s'exprimer à nouveau, Martine Aubry critique sévèrement la réforme du Code du travail. Je crois qu'Emmanuel Macron n'a pas compris, mais on l'avait déjà vu précédemment, n'a pas compris que le droit du travail, c'est une protection des salariés dans un déséquilibre absolu dans l'entreprise. Ce sont des vieilles recettes. Croire que c'est en précarisant les salariés, en les licenciant plus facilement, en contournant les syndicats, en accroissant le pouvoir unilatéral du chef d'entreprise, qu'on rendra les entreprises plus compétitives, c'est vraiment une vision du passé. Alors que le PS a une position floue sur les mobilisations à venir, contre les ordonnances de la loi travail, la maire de Lille n'exclut pas d'y participer. Justement, cet après-midi, le leader des Insoumis et le numéro 1 de la CGT se sont rencontrés. Ils ont discuté des 2 mobilisations prévues pour le mois de septembre, celle du 12 à l'appel de la CGT et Sud et celle du 23 à l'initiative de la France Insoumise. Alors, est-ce le début d'une alliance ou d'une concurrence entre les 2 hommes ? Ce qui inquiète les syndicats, c'est que Jean-Luc Mélenchon puisse apparaître comme le premier visage de l'opposition, tandis que Philippe Martinez dit défendre des objectifs différents qui sont syndicaux et non politiques. Et justement, je vous propose tout de suite d'écouter le leader de la France Insoumise qui vient tout juste de s'exprimer. C'est clair que dans le moment, la proximité d'analyse avec la CGT solidaire est la plus grande et est à son plus haut niveau, puisqu'on dit la même chose sur les mêmes sujets. Alors après, les nécessités, les formes de mobilisation nécessitent notre indépendance pour être efficace. Bon, la CGT a besoin d'être indépendante, ça nous a été réexpliqué, mais on connaît assez nos fondamentaux. Hein. Bon, pourquoi ? Parce qu'il y a des syndiqués de toute tendance, de tout parti dans le syndicat. L'objectif essentiel, c'est d'obtenir un effet de vagues roulantes, une derrière l'autre, partant à l'assaut de la muraille. Donc c'est ce qui va se passer. Et pour analyser cette rentrée sociale, Michel Noblecourt, éditorialiste au journal Le Monde, spécialiste du monde syndical et des questions sociales, est notre invité. Il répond à Top Tranui. Le face-à-face, c'est tout de suite. Michel Noblecourt, bonsoir. Bonsoir. Nous allons parler ensemble donc de la rentrée sociale, des ordonnances, des journées de mobilisation annoncées. Et tout d'abord, on va parler de cette image du jour. C'est cette rencontre entre Philippe Martinez et Jean-Luc Mélenchon. Alors, alliance ou concurrence selon vous ? Non, je crois qu'on est plus dans la concurrence que dans l'alliance. La CGT est sur un terrain syndical, Jean-Luc Mélenchon est sur un terrain politique. Sa manifestation du 23 septembre vise à favoriser ce qu'il appelle un déferlement du peuple sur Paris, et donc sur le régime, pour essayer de déstabiliser au maximum Emmanuel Macron. Philippe Martinez lui poursuit d'autres objectifs, et ses objectifs principaux concernent c'est défendre les salariés, ça c'est le rôle des syndicats. Il veut obtenir un retrait des ordonnances, donc il se bat contre ce projet, et il veut rester sur le terrain syndical. Il y a en plus une certaine méfiance, qui ne date pas d'aujourd'hui, entre la CGT et la France Insoumise. Et celle-ci est souvent soupçonnée par le syndicat de vouloir un petit peu piétiner les plates-bandes syndicales, de jouer un peu le rôle d'un super syndicat. Et Philippe Martinez est dans une position plus faible par rapport à Jean-Luc Mélenchon, parce qu'il n'a pas derrière lui un front syndical large, comme ça avait été le cas sur la loi El Khomri. Et est-ce que les 2 mouvements peuvent tout de même s'additionner ? On a entendu Jean-Luc Mélenchon à l'instant qui parle de 2 vagues roulantes qui pourraient s'additionner l'une à l'autre. Encore une fois, je crois les 2 mouvements ne sont pas de même nature, donc s'additionner, ça me paraît difficile à l'heure actuelle. Après, on va voir ce que donne effectivement dans la réalité sur le terrain ces mobilisations, si elles seront d'une certaine ampleur ou si elles seront très, très limitées. Pour l'instant, c'est encore un peu tôt pour l'imaginer. Est-ce qu'il y a aussi une forme de méfiance personnelle entre les 2 hommes, entre M. Martinez et Jean-Luc Mélenchon ?
Jean-Luc Mélenchon avait bénéficié en 2012, lors de sa précédente candidature à l'élection présidentielle, d'une certaine sympathie de la part de la CGT. Plusieurs fédérations avaient appelé ouvertement à voter pour lui. Ça n'a pas du tout été le cas en 2017. Et ça tient aussi au fait de cet éloignement qu'on a pu constater entre Jean-Luc Mélenchon et le Parti communiste. Alors, le Parti communiste a toujours une certaine influence au sein de la CGT, notamment dans de grosses fédérations. Et les positions que Jean-Luc Mélenchon a pu prendre sur certains sujets, par exemple sur la sortie du nucléaire, ne conviennent pas du tout à la CGT. Est-ce que ce qui se passe avec les ordonnances cette année est très différent de la lutte qu'il y avait eu contre la loi travail ? Oui, c'est très différent parce que la loi travail de 2016 est une loi qui avait été fabriquée d'une manière totalement différente. Il n'y avait pas eu de concertation. La méthode utilisée par le gouvernement était une méthode plutôt brutale puisqu'ils ont fait passer finalement ce texte par le recours à l'article 49.3. Et puis en second lieu, cela avait suscité effectivement un front syndical, qui n'était pas complet puisque la CFDT soutenait la loi El Khomri, mais qui était quand même un front assez consistant, qui a réussi une mobilisation qui a été inscrite dans la durée puisqu'il y a eu 14 journées d'action, organisées par la CGT et par Force ouvrière à l'époque. Et là, on est dans une situation tout à fait différente. Premièrement, parce que là, pour le coup, il y a eu une vraie concertation qui a duré 3 mois. Et pour vous, le gouvernement a réellement mis de l'eau dans son vin à l'issue de cette concertation? Il y a eu des avancées? Le gouvernement a mis de l'eau dans son vin. Il avait comme objectif, à l'évidence, d'obtenir une certaine neutralité bienveillante, au moins de la part de la CFDT et de FO. De la part de Force ouvrière. De la part de Force ouvrière. Et effectivement, sa stratégie a été notamment de ramener dans le jeu contractuel Force ouvrière. Et de ce point de vue-là, il a réussi son pari, puisque Force ouvrière ne s'associe pas aux manifestations de la CGT. Effectivement, à Force ouvrière et surtout Jean-Claude Mailly, qui loue la concertation, qui est soulagé que l'exécutif abandonne le tout à l'entreprise et réhabilite le rôle des branches. C'est ça qui était central aussi dans leur discussion. Il faut savoir que Force ouvrière est une organisation qui est beaucoup moins implantée dans les entreprises que dans les branches. Donc, à la différence de la CGT et surtout de la CFDT. Donc, Force ouvrière, effectivement, tient à ce que les branches constituent un pilier dans les négociations sociales. Ce qui n'était pas le cas avec la loi El Khomri, qui avait complètement zappé les branches, qui ne parlait que de l'entreprise, mais qui ne concernait que le temps de travail. Et donc, en réhabilitant la branche, avec une extension des domaines où elle va intervenir, avant il y avait 6 domaines où la branche devait primer sur l'entreprise, c'est-à-dire que l'entreprise ne pouvait pas déroger à ce qui avait été décidé par la branche. Là, ce chiffre a été porté à 11. Donc, FO a gagné, si je puis dire, du grain à moudre de ce point de vue-là, et donc ce qui lui a permis effectivement d'adopter une position, même si c'est une position qui ne fait pas l'unanimité au sein de Force ouvrière. Oui, il y a des véritables discussions en interne, on l'a vu. Oui, il y a des discussions. Mais ça, Force ouvrière est une organisation qui politiquement est très composite, qui a différentes minorités un peu agissantes en son sein, notamment une minorité trotskiste et une autre minorité anarchiste, et effectivement qui pèse dans le rapport de force interne, mais qui ne déstabilise pas Jean-Claude Mailly à ce stade. Est-ce que, sur le fond, pour vous, ces ordonnances, elles sont conformes à la grande révolution qu'avait annoncée Emmanuel Macron? Est-ce que c'est réellement un vrai bouleversement? Il y a tout de même eu des vrais changements, par exemple, pour les TPE-PME? C'est-à-dire que je pense que c'est une réforme qui n'est pas forcément une révolution, mais c'est une réforme effectivement qui va changer les relations sociales, principalement au niveau de l'entreprise, avec une priorité extrêmement affirmée en faveur des PME et des TPE. Et donc, c'est ce choix qui est un petit peu qu'a fait Emmanuel Macron, qui du coup obtient effectivement des satisfecits de la part du patronat, mais blesse les syndicats dans la mesure où effectivement il va permettre dans les entreprises de moins de 50 salariés de discuter et de négocier des accords sans syndicats. Pour conclure, ce sont des ordonnances qui portent sur le dialogue social. Mais est-ce que ça ne va pas seulement dans un sens? Finalement, il y a très peu de nouveaux droits qui sont accordés aux salariés avec ces ordonnances.
Il y a peu de nouveaux droits qui sont accordés aux salariés, c'est exact. Il y a en principe tout un volet qui doit permettre de renforcer les garanties pour les militants syndicaux, les élus syndicaux, notamment leur donner des droits au niveau de leur déroulement de carrière, de leur formation. Donc ça, on attend encore un petit peu le détail. Pour le reste, c'est vrai que les syndicats ont été plutôt sur la défensive. Et ce qu'ils peuvent mettre à leur actif aujourd'hui, en tout cas c'est le cas pour Force ouvrière et la CFDT, pas pour la CGT qui est restée tout à fait hors jeu en dehors du jeu de cette concertation, c'est qu'ils ont empêché un certain nombre de dispositions qui étaient prévues au départ et qui, là pour le coup, auraient effectivement affaibli sensiblement les organisations syndicales. Un dernier mot sur le calendrier. Les ordonnances doivent être adoptées en Conseil des ministres à la fin du mois, c'est cela? Le 22 septembre. Et avant une loi de ratification par le Parlement? Avant une ratification par le Parlement, mais ça veut dire que les ordonnances s'appliqueront dès la fin du mois de septembre. Les ordonnances entreront en application. C'est l'avantage, si je puis dire, politique de cette procédure, c'est qu'effectivement, ça permet d'aller plus vite. Plus de rapidité qu'une loi ordinaire. Merci beaucoup, Michel Noblecourt, d'avoir répondu à nos questions. Merci Michel Noblecourt, merci à vous Tam Tranui. C'est la fin de cette édition, merci à vous de l'avoir suivi. À 18h30, on va plus loin, présenté par Rebecca Fitoussi. Bonne soirée à tous et à demain, 15h.